François Asselineau est avec nous. Il mènera une troisième fois la campagne de son parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR, aux élections européennes. C'est extrêmement compliqué de vous inviter, monsieur Asselineau, parce que vous avez le droit à un temps de parole limité. C'est l'Arcom qui décide, c'est pas moi. Donc j'explique ça souvent à vos supporters qui me demandent pourquoi vous n'invitez pas monsieur Asselineau. C'est pareil, Florian Philippot, il vient une fois par trimestre, il a le droit à 10 minutes en temps de parole. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. D'accord, mais je reviendrai tous les trimestres, alors, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité. Bonjour, alors je vous propose ce matin de revoir l'émission de Pascal Praud parce qu'il a invité exceptionnellement François Asselineau. Alors, pourquoi ça vaut le détour et pourquoi je fais une vidéo? Parce que Asselineau, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a des arguments qui sont étayés par des analyses sérieuses et qui rejoignent un peu ce que nous pensons, nous, en tous les cas. Quand je dis nous, c'est ceux qui adhèrent à ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-Frexit, pro-sortir de l'euro, pro-arrêter cette politique guerrière vis-à-vis de la Russie, etc. Donc, dans les grandes lignes, si vous voulez, on est d'accord avec Asselineau. Après, c'est le personnage qui peut déranger, c'est son mouvement, son ego, tout ce que vous voulez, mais c'est pas le but de ma vidéo. Aujourd'hui, c'est de retravailler sur la séquence de CNews où il a été invité sur le plateau de Pascal Praud, et vous allez voir que c'est pas piqué des vers la manière dont il est traité, et une forme d'ironie. Alors là, je reproche, si vous voulez, d'agiter vis-à-vis de François Asselineau une forme de condescendance et d'ironie qu'ils reprochent eux-mêmes au petit journal de Yann Barthès. Alors, quand j'entends Pascal Praud critiquer les autres chaînes parce qu'ils sont dans l'ironie systématique, le ricanement, ben là, je ne comprends pas qu'il fasse la même chose avec monsieur Asselineau. Il devrait avoir un peu plus de retenue et être un peu moins arrogant et... comment dire, persifleur. Il y a un ton persifleur qui est très agaçant sur ce plateau, et on voit que là aussi, si vous voulez, on voit la poutre qui est dans l'œil de l'autre, mais on voit la paille qui est dans la poutre de son adversaire, mais on ne voit pas sa poutre à soi qui est dans notre œil. Et là, en l'occurrence, je pense que Pascal Praud ne voit pas sa poutre qu'il a lui-même dans l'œil, et qu'il devrait justement être un peu plus humble par rapport justement à monsieur Asselineau concernant, je parle strictement de sa démarche politique qui est conséquente, qui est fidèle à ses idées depuis très longtemps, qui est cohérent. Il n'a pas virevolté 36 000 fois comme beaucoup. Il ne recule pas devant même certains arguments démagogiques, il assume. Et c'est tout à son honneur. Là, vous voyez, je prends sa défense parce que il est maltraité, donc c'est normal. Moi, je reconnais qu'Asselineau parfois m'exaspère quand il est dans une phase de solitaire où il a du mal à accepter qu'il fasse faire l'union pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Bon, bah ça, on peut comprendre que ce soit difficile de fédérer. Mais en l'occurrence, j'estime que sur ce plateau, comme vous allez le voir, j'estime qu'il n'est pas traité honnêtement et je trouve que les chroniqueurs qui participent à cette forme d'ironie collective, eh bien, perdent de leur crédit. Hein, et voilà. Bon, pour une chaîne qui se réclame être différente des autres mainstream, bah là, je trouve qu'ils opèrent exactement de la même manière. Et c'est pas du tout à leur avantage. Je vous laisse écouter. Il est 9h35. Je vais essayer de vous interrompre le moins pour qu'on vous entende le plus. Bon. Qu'est-ce qui vous différencie de tous les candidats qui sont en lice aujourd'hui, que ce soit Jordan Bardella, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit François-Xavier Bellamy? Premièrement, c'est que j'ai créé un parti il y a maintenant 17 ans qui propose la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN.
Et depuis 17 ans, c'est le même programme et j'ai fait des analyses qui ne cessent que d'être validées par les événements. De telle sorte que lorsque je fais des réunions publiques dans toute la France en ce moment, on fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas. C'est assez curieux. On fait, par exemple, j'étais l'autre jour à Grèce-Villers en Alsace où il y avait 360 personnes. Au même moment, vous aviez Madame Pannier-Runacher, ministre du gouvernement, qui faisait une réunion dans le Pas-de-Calais où elle avait 20 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait, excusez-moi de le dire, mais qui fait le plus de vues. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Et on a au total 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Pour donner un petit exemple, le nombre de vues cumulées de Horizon TV, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, c'est 68 000 vues. Pourtant, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Nous, on en est à 96 oui, mais millions. aux élections, ça ne se traduit pas par des votes. Oui, mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'exposition médiatique. On en parlait juste auparavant. On ne va pas parler de ça, on va parler du programme. Il y a actuellement toute une espèce de rumeur générale qui dit qu'il n'y aurait plus personne qui voudrait le Frexit. C'est pas vrai. Je rappelle que des sondages sont sortis en France qui disent qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui voteraient en faveur du Frexit. Je vous rappelle même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il ?» Et Macron avait répondu « Probablement le Frexit l'emporterait ». Je note ceci, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que... Sur Oriental, je vous demande de réagir, parce que vous êtes journaliste politique, moi j'ai jamais entendu ça. Ah ben on va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, bon, terminez votre programme. On vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 à 40% des Français minimum qui veulent... Pourquoi ils ne votent pas pour vous à ce moment-là ? Non mais attendez, le problème... Non mais votre sondage n'est pas... je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022, 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Pas les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur les faits. On va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%, où sont-ils représentés dans les débats ? Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne ? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider ? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur Nord Stream. Qui a détruit Nord Stream ? En fait, tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, il faut, et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair, au moins c'est bon. Après chacun de la troisième guerre mondiale qui est derrière. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant, donc... moi, ce que je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre de la Défense on va laisser ce type d'argument. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'ont pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays. Il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui
qui est une politique de bon père de famille. Pour vous, Oui. ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument, c'est un peut-être peu on va le honteux, laisser de tomber. On va le Non, laisser pas du de tout, parce que tomber. quand vous êtes... Allez envoyer vos enfants, vos je ne suis pas petits-enfants. d'accord avec vous. Votre Vous voulez argument est ridicule. vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se... Ah non, mais est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les... Laissez ces arguments de côté, c'est pas... C'est bon. Eh bien, écoutez, je peux vous dire... Non, ça n'a rien de honteux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec Nord Stream, vous dites des choses Nord Stream, vous dites tout dans les... Alors là, j'interviens sur l'argument d'Éric Nolot, le grand moralisateur. Alors celui-là aussi, il m'agace, une vraie tête à claque, parce qu'il ramène sa poire avec son passif d'homme de gauche, de tolérance. C'est très honteux que vous utilisiez ce type d'argument. Je regrette, non, ce sont des arguments. Le fait de dire qu'ils sont très jeunes et qu'ils n'ont pas d'enfants, ça prouve qu'ils n'envisagent pas un conflit militaire comme pourraient l'envisager ceux qui ont déjà des enfants et des petits-enfants, en effet, et comme pourraient l'envisager aussi ceux qui ont un peu plus de bouteilles et qui sont un peu plus proches de la dernière guerre mondiale ou qui ont moins une expérience d'homme par rapport à des conflits armés que n'ont pas ces puceaux qui nous sont imposés par l'État profond dans notre gouvernement. Donc Asselineau a tout à fait raison sur ce point-là, et je trouve scandaleux que Pro et compagnie s'indignent parce que on estime que c'est pas un argument de dire que des dirigeants sont jeunes et n'ont pas d'enfants et que par là même, peut-être qu'ils sont moins sensibles à la vie d'autrui ou à la vie des jeunes. C'est quand même incroyable qu'on jette cet argument-là comme ça, avec un espèce de dédain, et puis qu'est-ce qui est honteux? Non mais c'est un argument qui tient la route. Mais il est dingue ce Nolot. Ce Nolot, il a la grosse tête, c'est un type que je n'aime pas du tout d'ailleurs, c'est un type extrêmement prétentieux, et il ramène sa fraise avec toujours les gauchistes sont comme ça, avec la morale. On peut pas exprimer, on peut pas parce que ce serait derrière, vous comprenez, on suggère que ce serait homophobe de considérer que quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut-être a moins d'empathie que quelqu'un qui en a par rapport à la progéniture et à des jeunes qui arrivent après. Ça se défend comme argument. C'est pas systématique, bien entendu, puisque moi-même j'ai pas d'enfant et que je suis très soucieux de l'avenir des jeunes et de leur sort. Bon, c'est pas parce que je n'ai pas d'enfant, en effet, que je ne suis pas sensible. Mais j'estime qu'effectivement, il est bon, dans un équilibre général, d'avoir des pères de famille, des grands-pères, qui ont, eux, des enfants et qui sont quand même un peu concernés par la question. Sauf que là, on remarque en politique, effectivement, même ceux qui ont des enfants, tout ça, sont également va-t-en-guerre, mais eux, leurs enfants, ils ont déjà pensé à les mettre à l'abri de la guerre. Croyez-moi, les enfants des dirigeants qui sont va-t-en-guerre, eux, n'iront pas se faire tuer et ne serviront pas de chair à canon. Ça, c'est évident également. Non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon, en tout cas, moi je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Donc comme il est déjà 9h42, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc sur l'international, c'est clair. Sur la politique... Encore une fois, je ne sais pas ce qui leur prend sur CNews, c'est une théorie complotiste. Alors heureusement qu'il y a Dominique Jamais qui intervient pour dire oui, il y a des enquêtes très approfondies qui mettent en cause les États-Unis. Les États-Unis ont été effectivement mis en cause dans cet attentat concernant Nord Stream, cette explosion. Et évidemment que les États-Unis sont derrière. Il faut être bête, idiot et ignorant pour ne pas imaginer que les États-Unis sont derrière cet acte de vandalisme, comme on peut le dire, cet attentat, cet acte de terrorisme. Bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, mais c'est l'équivalent. C'est un acte de guerre, normalement, d'avoir touché à ces gazoducs. Et c'est les États-Unis, bien entendu, qui tirent les ficelles et qui sont derrière. D'ailleurs, comme Dominique Jamais le dit, il y a eu des enquêtes dont tout le monde, bien entendu, a été informé et est au courant, qui mettent en cause les États-Unis.
il est quand même extraordinaire que Pro réutilise le mot complotiste. Lui-même, vous voyez, lui-même qui est parfois accablé d'être complotiste ou que la chaîne elle-même est suspectée de relayer des thèses complotistes, il tombe dans le travers vis-à-vis d'Asselineau. Mais quelle médiocrité intellectuelle et quelle lâcheté surtout. Vraiment là, à nouveau déception concernant Pro sur ce sujet-là. Et puis Nolo, on n'en parle même pas. C'est que le très gros de l'immigration, c'est une immigration légale. Il y a eu en 2022... Ils le savent, hein. 3 850 000 migrants, dont 3 500 000 qui sont légaux. Et la politique de l'Union européenne consiste à passer à 4 millions légaux et à lutter contre l'immigration. Ils le savent, croyez-moi, et c'est un sujet important. Donc Oui, qu'est-ce que vous souhaitez? Donc immigration zéro? Et les Français veulent un arrêt de l'immigration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que vous avez plutôt raison. Donc les Français veulent ça. Ils ont quoi? Ils ont M. Bardella, Mme Maréchal, qui se présentent comme luttant contre l'immigration, mais en fait, ils restent dans l'Union européenne et ils restent dans l'euro. Ils vont donc faire exactement ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Vous avez vu que le nombre de migrants, depuis que Mme Meloni est arrivée au pouvoir, ne cesse d'augmenter en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir. C'est parce qu'on oui, parlera parce pas. que tout simplement, quand vous êtes dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas sur le plan migratoires. économique, sur le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions que vous proposez? Est-ce que c'est moins d'impôts? Est-ce que vous relancez, vous allégez les cotisations pour les entreprises? Que sais-je dans le domaine économique? Quels sont vos grands? Déjà, j'ai certainement une surimposition en France contre laquelle il faut lutter. Je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi avoir une monnaie qui soit conforme à la compétitivité de l'économie française. Notez qu'on parle beaucoup du Brexit. Paraît-il que le Brexit serait une catastrophe. C'est faux, c'est un mensonge. Sur toutes les données macroéconomiques, le Brexit est meilleur que le Royaume-Uni est meilleur que la France. Et vous savez que... Demandez ça aux Britanniques. Non mais oui, il faut absolument... Là, ce que vous dites là, c'est faux. En regardant les chiffres quand même, c'est pas très glorieux. L'inflation est moitié moindre qu'en France. La croissance est supérieure à la France. L'endettement public est inférieur à la France. L'inflation, c'est faux. Non. Je veux bien les chiffres. Oui, mais et le SMIC. Je veux bien les chiffres. Non mais Florent Tardif. Oui, mais monsieur, il dit des arguments. Donc allons. Non, je regarde juste les chiffres. Hein. Non. Sur l'inflation. Invitez-moi le 30 mai votre débat là sur l'Europe. Invitez-moi. On pourra en débattre. Je veux bien vous inviter. C'est pas mon souci. Je vous ai dit que j'ai un problème avec le temps de parole. Mais sur le plan économique, donc vous êtes plutôt d'inspiration. Oui, vous m'avez pas laissé terminer. Depuis le Brexit, le SMIC n'a pas arrêté de grimper. Il était inférieur au SMIC en France. Maintenant, il est supérieur au SMIC français en l'espace de 3-4 ans. Et il n'y a d'ailleurs le Brexit, pour vous, est une réussite économique. Je dis en tout cas que ce n'est pas du tout la catastrophe qu'on décrit et que c'est plutôt meilleur qu'en France. Par ailleurs, j'ajoute... C'est mieux, parce que moi, j'ai pas le sentiment que les Anglais, aujourd'hui... Mais ça, c'est vous qui le dites. Allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres Allez au Royaume-Uni, ça n'est pas exact. Les Britanniques ne disent pas ça. Mais c'est pas vrai. Vous avez un sondage qui est un organisme qui s'appelle Opinium, qui donne des sondages au Guardian, qui sont des sondages qui sont bidouillés. Allez voir... Tout est bidon. Mais en revanche, votre inspiration est plutôt libéral, sans doute. Si je voulais résumer où c'est le gaullisme social, c'est quoi C'est d'abord un mouvement d'indépendance nationale. Et la liste que j'ai présentée, il y a sur cette liste le général Henri Roure, qui est en 3e position, qui était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019, et qui représente d'une certaine façon, qui n'est pas à l'UPR, c'est une personnalité extérieure. Et nous avons également, nous a rallié Monsieur Pierre-Yves Colomba, qui est un ancien sénateur socialiste puis communiste, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui n'est quand même pas rien, qui nous a ralliés parce que ils ont tous le sentiment que ce qui compte pour le moment, c'est de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Bon, écoutez, là, il est 9h46 et je suis au-delà du temps de parole. Vous avez le droit à 10 minutes ou 12 minutes par trimestre. Et j'ai essayé de faire un tour sur l'international, sur la souveraineté nationale et sur l'économie. Et puis chacun pourra vérifier d'abord ce que vous dites. On était autour de 10% d'inflation il y a un an au Royaume-Uni, lorsque c'était 5-6% en France. Et je vais vous remercier surtout, monsieur Asselineau, mais il y a peut-être un commentaire que veut faire Dominique Jamais. Je connais un peu monsieur Asselineau, et je le connais assez pour savoir et apprécier la force et la constance de ses convictions et la rectitude de sa ligne. Je le connais assez aussi pour savoir, on vient de le vérifier, que son refus de toute concession et de toute alliance le condamne à une certaine solitude. Mais c'est pas vrai, puisque je viens de dire que le général Roure à une certaine solitude. Le sénateur Colomba vient de nous rejoindre. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi je serais...
Bien, on s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vous propose simplement 2 graphiques pour comparer l'inflation, puisqu'il a été question de cette inflation entre la France et l'Angleterre. Donc, vous allez voir un premier schéma qui vous montre qu'entre 2017 et 2023, fin 2023, l'inflation en France, a été au top presque à 6,5-7%, enfin 6,5%, et qu'en effet, entre 2022 et 2023, l'Angleterre, comme vous avez pu le constater, est montée à 9,6%. Mais aujourd'hui, l'inflation, aujourd'hui, en octobre dernier, le dernier relevé c'était en octobre, visiblement sur ce schéma-là, eh bien on voit que l'inflation est de 4,7% en Angleterre et 4,9% en France. Donc, au niveau de l'argumentation de l'inflation entre la France et l'Angleterre, Asselineau, là, pour le coup, c'est moyen son argumentation. On peut dire que là en ce moment l'inflation est plus basse en Angleterre d'après les derniers chiffres que je viens de contrôler qu'en France, mais il faut faire attention quand on manie les chiffres d'être absolument rigoureux pour pas se faire décrédibiliser par un petit journaliste qui évidemment a sauté sur l'occasion pour l'attaquer sur ce sujet-là. Voilà, je vous laisse libre. Donc Dominique Jamais, je trouve conclut correctement cet entretien entre François Asselineau et puis tout le plateau qui était présent. On peut dire que moi je pense qu'il a été un peu bousculé et avec une forme d'ironie qui m'a personnellement déplu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.